Même si vous n'avez jamais vraiment lu l'Odyssée d'Homère, je pense que la plupart des gens en connaissent au moins l'intrigue de base. Essentiellement, Ulysse fait un très long voyage pour rentrer chez lui après la guerre de Troie. Sur la route, il croise le Cyclope, les sirènes et bien d'autres monstres. On oublie souvent qu'il mange aussi beaucoup pendant son voyage, cette fois dans Dégustation de la mythologie. Oui, c'est toujours Dégustation de l'histoire. En décidant de cuisiner un plat de l'Odyssée, j'ai su qu'il me fallait préparer 2 plats. Quelque chose de nouveau, bien sûr, mais c'était aussi l'occasion parfaite pour me permettre de réessayer l'une des choses les plus désagréables que j'ai jamais faites ici, sur la chaîne, le Kikion. Je l'ai d'abord préparé en 2020 quand j'ai lancé la chaîne, et la version que j'avais faite était plutôt basée sur la description de l'Iliade. C'était une sorte de bouillie épaisse et ce n'était pas bon. J'ai bien fait une version mise à jour dans le livre de recettes Tasting History, mais même celle-là était encore très épaisse et devrait probablement être mangée à la cuillère plutôt que bue dans une tasse. Mais la version qui est décrite dans l'Odyssée est bel et bien une potion que l'on peut boire. La boisson est mentionnée dans le livre 10 lorsque Ulysse et son équipage se retrouvent sur l'île d'Éa qui, bien qu'étant une île mythique, est souvent supposée avoir été au large des côtes de l'Italie au sud de Rome. Le mont Circé tire son nom de la sorcière qui y vivait, Circé. À ne pas confondre avec ma chatte Circé qui porte en réalité le nom de Circé de Game of Thrones. Lorsque Ulysse et ses hommes arrivent sur l'île, son équipage finit par rencontrer Circé qui les invite si gentiment chez elle. Quand elle les fit entrer dans sa maison, elle les installa sur des chaises et des bancs, puis elle mélangea du fromage, de la farine d'orge et du miel doré avec du vin pramnien, mais elle y ajouta ensuite de terribles poisons pour leur faire complètement oublier leur patrie. Et lorsqu'ils burent la potion, elle les transforma en cochons avec sa baguette et les enferma dans les porcheries, puis Circé leur jeta des glands, des fruits et des faînes, de la nourriture dévorée par des pourceaux qui se vautrent. Pourtant, Homère n'explique jamais pourquoi elle les change en cochons. Peut-être voulait-elle les neutraliser, les voyait-elle comme une menace, ou aimait-elle simplement un bon sandwich au porc effiloché. Quoi qu'il en soit, ce qui est terrible pour eux, c'est que même s'ils ressemblaient à des cochons, ils gardaient l'esprit des hommes. C'est donc déprimant parce qu'ils se souvenaient de tout ce qui leur était arrivé. Finalement, Ulysse reçut aussi ce Cicéon, mais il n'en subit pas les effets parce que le dieu Mercure lui avait donné un antidote. Arraché du sol, noir à la racine, tandis que la fleur était blanche et laiteuse. Les dieux l'appellent Molly, et la déterrer est un grand labeur pour les hommes mortels, mais les dieux peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, malgré ce que dit ma mère adorée, je ne suis qu'un homme mortel, et donc je n'ai pas pu déterrer cette racine de Molly. Donc je ne vais inclure aucun des poisons maléfiques que Circé a ajoutés à sa concoction. Donc pour cette version non empoisonnée du Kikion, il vous faudra une demi-tasse, soit 120 ml de vin pramnien. Je suppose que comme moi, vous n'avez pas accès au vin pramnien et je pense qu'il faut vraiment le dire, pramnien. Mais c'était le vin qui poussait sur le mont Pramnos, sur l'île d'Icaria, et c'était le vin qui était censé être associé au dieu du vin, Dionysos. Les anciens disent que c'était un vin très sombre et très fort, et Aristophane disait que c'était un vin dur qui contracte les sourcils et l'estomac, et qu'il ne fallait donc jamais le boire sans le couper avec de l'eau. On ne peut pas boire ce vin pur. Voilà à quel point il est fort. Alors, trouvez le vin rouge le plus sombre et le plus sec que vous pouvez, puis mélangez-le avec un peu d'eau. Je mets moitié vin, moitié eau. Ensuite, prenez une cuillère à soupe de fromage de chèvre dur râpé, type Kefalotyri. N'utilisez pas de fromage déjà râpé, ils font moins bien. Malheureusement, il semble que dans ma région, il y ait une pénurie de fromage grec, car j'ai appelé partout et je n'ai pas pu en trouver qui n'était pas déjà râpé, donc c'est ce que j'utilise et je dois juste accepter cela. Alors faites ce que je dis, pas ce que je fais. Puis un quart de tasse, 85 g de miel et 2 cuillères à soupe de farine d'orge. Commencez donc par faire griller la farine d'orge dans une poêle sèche à feu moyen pendant 4 à 5 minutes, juste jusqu'à ce qu'elle commence à foncer et à dégager un parfum. Une fois que c'est fait, vous pouvez la transférer dans une casserole. Je réalise maintenant que j'aurais pu la griller dans cette casserole pour éviter de salir de poils, mais tant pis. Ajoutez ensuite le miel et mettez-le tout à feu moyen juste pour réchauffer le miel, puis mélangez la farine et le miel ensemble. Et puis, une fois que le miel commence à frémir un petit peu, vous pouvez ajouter le fromage qui devrait fondre.
Encore une fois, le mien n'était pas parfait, mais il a assez fondu pour que je puisse ajouter mon vin coupé à l'eau. Après avoir ajouté le vin, retirez du feu, mélangez, puis servez dès que vous voulez transformer vos invités en cochons. Comme dit, la consistance est très différente de celle réalisée en 2020. Celle-là ressemblait plus à une bouillie, en partie à cause du ratio vin-orge que j'avais utilisé, et en partie parce que j'avais utilisé des grains d'orge entiers à l'époque, ce qu'on utiliserait pour faire une bouillie. Et dans la version d'aujourd'hui, j'utilise de la farine d'orge ou de la semoule d'orge, ce qui ressemble plus à ce qu'on utiliserait pour faire du pain ou quelque chose comme ça. Et ils l'utilisent encore aujourd'hui dans certaines régions de la Grèce, notamment sur l'île de Crète, pour faire une sorte de pain d'orge dur. Ils les appellent paximari ou biscottes d'orge, mais en réalité ce sont plutôt des biscuits de mer à l'orge. Je les ai achetés lorsque j'étais en Grèce en 2023, il y a 3 ans. Et ils sont toujours aussi durs qu'au jour où je les ai achetés. Donc, bravo à ceux-ci pour leur longévité. Donc, après que Circé ait transformé l'équipage de cochons en humains, il reste un moment sur place. En fait, il reste longtemps car il s'avère qu'Ulysse est attiré par elle, donc il reste là pendant toute une année. Mais quand il finit par partir, il traverse toutes sortes d'épreuves. Ulysse se rend aux enfers, il passe près des sirènes en naviguant. Il navigue dans le passage entre le monstre Scylla et le tourbillon Charybde avant d'atterrir sur une île remplie des vaches sacrées du dieu Soleil. L'un de ces hommes tue et mange l'une des vaches et en représailles, Zeus détruit leur navire et tue tout l'équipage sauf Ulysse. Ainsi, lorsque Ulysse finit enfin par rentrer à Ithaque, où il est en fait le roi, mais d'où il est absent depuis environ 20 ans, il est hélas seul. Maintenant, suivant les instructions de la déesse Athéna, Ulysse ne se contente pas de rentrer dans son ancien palais en disant « Salut tout le monde, je suis de retour ». Et c'est parce que depuis son absence, un tas de prétendants ont en quelque sorte pris le contrôle des lieux, mangent toute sa nourriture et courtisent sa femme Pénélope. Au lieu de cela, Athéna le transforme en mendiant, ou du moins lui donne l'apparence d'un mendiant, et l'envoie chez son fidèle serviteur et porcher, Eumée. Et ici, Eumée lui offre l'un des premiers vrais gestes d'hospitalité désintéressée qu'Ulysse ait connu depuis des décennies. Eumée se rendit aux porcheries où les cochons étaient enfermés. Il en choisit 2 porcelets, les porta à l'intérieur, les abattit et les fit flamber, puis les découpa en morceaux et les enfila sur des brochettes. Puis, lorsque tout fut bien rôti, il servit la viande à Ulysse, encore brûlante sur les brochettes, en saupoudrant la chair de farine d'orge blanche. Ensuite, il mélangea du vin doux comme le miel dans un bol de lierre, s'assit en face de son invité et dit en l'invitant « Mange maintenant, étranger, voici la nourriture qu'un serviteur peut offrir, du cochon de lait. » Mes porcs engraissés sont mangés par les prétendants, des hommes qui ne craignent ni la colère des dieux, ni l'appel de la compassion, et c'est ce porc qui sera notre second plat. Maintenant, je pourrais simplement rôtir un morceau de porc nature, puis saupoudrer un peu de farine d'orge crue dessus, mais ce serait assez dégoûtant, plutôt fade. Et en réalité, le fait de saupoudrer de la farine d'orge faisait partie d'un rituel religieux. Ils faisaient cela lors des sacrifices et ce genre de choses. Donc, à la place, je vais utiliser un peu plus de farine d'orge et enrober le porc avec pour lui donner un peu de goût. Et cela va aussi me permettre d'utiliser certaines des autres saveurs dont nous savons qu'elles étaient utilisées à cette époque. Cette période n'est pas celle d'Homère, mais celle durant laquelle l'Odyssée est censée se dérouler, la période mycénienne, environ de 1650 à 1100 avant Jésus-Christ. Les fouilles archéologiques des palais révèlent que coriandre, cumin, fenouil et céleri étaient couramment utilisés. Et bien qu'ils aient été consommés par les riches, je pense qu'ils étaient aussi couramment accessibles à l'homme du peuple, comme un porcher. Nous allons donc utiliser quelques-unes de ces épices pour relever ce porc. Donc, pour préparer ce plat de porc, servi par Eumée à Ulysse, il vous faudra environ 340 g de porc, soit 3/4 de livre. N'importe quelle coupe fera l'affaire. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sel, une demi-tasse, 70 mg, de farine d'orge, une de coriandre, 2 de graines de céleri et une demi de cumin ou fenouil. Ce sont 2 saveurs très dominantes, donc je n'utiliserai pas les 2, je choisirai simplement l'une d'elles. Commencez donc par couper votre porc en morceaux de la taille d'une bouchée, puis enrobez-les d'huile d'olive et saupoudrez généreusement de sel en le frottant bien.
Ensuite, laissez-les reposer 10 minutes pendant que vous ajoutez les herbes à la farine d'orge, mélangez au fouet puis enrobez complètement quelques morceaux de porc dans ce mélange. Ensuite, embrochez chaque morceau jusqu'à remplir la brochette. Ensuite, vous pouvez soit les cuire sur un feu ouvert si vous avez un barbecue, soit si vous préférez utiliser votre four, les enfourner à 220 degrés Celsius, soit 425 degrés Fahrenheit. Ensuite, faites-les rôtir pendant environ 18 à 20 minutes ou jusqu'à ce que le porc soit bien cuit. Et pendant la cuisson, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Ça aide vraiment à faire connaître la chaîne, bien plus que je ne pourrais vous le dire ou autant que je viens de vous le dire. Et je peux jeter un œil. Voyons plutôt les autres aliments mentionnés dans l'Odyssée. L'Odyssée d'Homère regorge de références à la nourriture, donc je ne vais pas tout aborder car ce serait trop long et répétitif. Il consommait presque toujours les mêmes aliments dans l'histoire. Donc je vais mettre en avant quelques-uns des moments les plus importants où il mange quelque chose, où l'on peut aussi comprendre ce que les Grecs de cette époque, ou probablement en fait de l'époque d'Homère, qui était quelques siècles plus tard, pensaient de la nourriture. Parce qu'en réalité, la nourriture dans l'Odyssée n'est pas du tout représentative de ce que mangeaient les gens ordinaires, ni même de ce que mangeaient les riches de la Grèce à cette époque. Même s'il y a quelques mentions de la chasse, de la pêche, des fruits de mer, des fruits, des légumes, elles sont rares. Même si tout cela faisait partie des aliments de base du régime, ce dont on entend beaucoup plus parler, c'est de la viande, notamment le bœuf, du vin et du pain. Et le bœuf, ou plutôt en fait toute viande qui est mentionnée, est toujours rôtie. Elle n'est jamais bouillie alors que cela deviendra ensuite la méthode la plus courante pour cuisiner la viande. En fait, Athénée, qui a vécu environ 1000 ans après Homère, a commenté cela en disant « Où Homère dit-il que l'un des Achéens a mangé du poisson ? Ils ne font que rôtir la viande. » Donc je pense qu'il est très intéressant d'explorer ces moments où soit ils mangeaient du bœuf interdit, soit ils étaient forcés de manger d'autres viandes, comme lorsqu'ils étaient sur l'île du Cyclope. L'une des premières étapes d'Ulysse et de ses hommes est une île qui est le foyer de la race de géants à un œil, connue sous le nom de Cyclope. Et ayant besoin de nourriture, ils finissent de par arriver à la grotte de l'un des Cyclopes nommé Polyphème. Aussi, pouvons-nous prendre un moment pour admirer cette figurine en terre cuite de Polyphème datant de la fin du XVe siècle, qui, j'imagine, a inspiré l'extraterrestre du film des années 1980, Mac et moi. Bref, Polyphème était berger de moutons et de chèvres, et même si les moutons et les chèvres étaient des animaux qu'un héros grec pouvait manger, c'était vraiment une viande de catégorie B, la viande de catégorie S étant bien sûr le bœuf. Mais en cas de besoin, il pouvait en manger. Mais le fait est que ces viandes étaient plutôt associées aux gens du peuple. Encore plus courant, c'est que Polyphème prenait le lait de ces animaux et en faisait du fromage. Encore une fois, les gens mangèrent du fromage à cette époque dans toutes les couches de la société. Nous savons grâce aux archéologues que tout le monde mangeait du fromage, mais dans la littérature, c'est considéré comme un aliment pour le peuple. Mais quand on meurt de faim, on est autorisé à manger n'importe quoi, je suppose. Alors, Ulysse et ses hommes se glissent dans la grotte de Polyphème. Ses étagères débordaient de fromage et il possédait plus d'agneaux et de chevreaux que ses enclos ne pouvaient en accueillir. Quant à sa laiterie, tous les récipients, bols et seaux à lait dans lesquels il trayait débordaient de petits laits. À la vue de cela, mes hommes me supplièrent de les laisser d'abord voler quelques fromages et les emporter jusqu'au navire. Ils reviendraient, feraient descendre les agneaux et chevreaux, les embarqueraient et s'enfuiraient. On finit vraiment par plaindre Polyphème. Il vient de passer tout ce temps à élever ses moutons et ses chèvres, à les traire et à faire du fromage, et puis ces types débarquent et volent tout. À ce stade, c'est lui qui a été lésé. Mais il s'apprête à faire quelque chose qui va vraiment retourner le public contre lui. C'est parce que lorsqu'il les trouve à l'intérieur, il discute brièvement avec Ulysse, puis il prend 2 des hommes et les écrase contre le sol. Ensuite, il les a mis en pièces et a préparé son souper. Il les a dévorés comme un lion à l'état sauvage, chair, os, moelle et entrailles, sans rien laisser. Et après que le Cyclope eut rempli sa grande gueule de chair humaine, il fit descendre le tout avec une gorgée de lait.
Et ici aussi, nous avons un aperçu de ce que les Grecs de l'époque mangeaient et en particulier buvaient. Car pour s'échapper, Ulysse décide qu'il doit enivrer ce cyclope. Et donc il sort un vin qui est censé être le meilleur type de vin. Ce vin lui a été offert par le Thrace-Marane pour le remercier de ne pas l'avoir tué. Maran m'a donné 7 talents d'or fin et un bol à mélanger en argent avec 12 jarres de vin doux, non coupé et d'une saveur des plus exquises. Quand il le buvait, il mélangeait 20 parts d'eau pour une part de vin. Et pourtant, le parfum qui se dégageait du bol à mélanger était si merveilleusement doux qu'il était impossible de s'arrêter de boire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les Grecs diluaient toujours leur vin avec de l'eau. Seuls les barbares buvaient du vin pur. Mais en général, c'était, vous savez, une part de vin, peut-être 2 parts d'eau, 3 parts d'eau, 4 parts d'eau. Donc un vin qui nécessite 20 parts d'eau doit être vraiment, vraiment fort. Mais cela signifie que c'est le vin parfait pour enivrer un cyclope lorsqu'il est bu pur, sans être dilué. Donc après que Polyphème ait bu plusieurs bols de ce vin, il s'évanouit, donnant à Ulysse l'occasion de le poignarder dans son unique œil afin qu'il puisse s'échapper. Malheureusement pour Ulysse, il s'avère que Polyphème avait un père très célèbre et puissant, Poséidon, le dieu des tremblements de terre et de la mer. Et donc, quand Poséidon a appris qu'Ulysse avait crevé l'œil de son fils, il s'est mis en colère et a essentiellement dit « Très bien, ton voyage de retour à Ithaque va être très désagréable ». Donc, la prochaine fois qu'Ulysse a eu l'occasion d'irriter l'un des dieux, il a vraiment essayé de ne pas refaire la même erreur 2 fois. Il a même été averti 2 fois de ne pas refaire cette erreur. La première fois, c'était lorsqu'il était aux enfers et que le prophète aveugle Tirésias lui a dit « Tu as déjà mis Poséidon en colère, mais je pense que tu peux encore rentrer chez toi à Ithaque. D'accord, toi et tes hommes, tant que vous ne gâchez pas tout lorsque vous serez sur l'île de Trinassie. Là, tu trouveras les moutons et les bœufs appartenant au dieu du soleil Hélios qui voit et entend tout. Si tu laisses ces moutons et ce bétail indemne, tu pourras peut-être, après bien des épreuves, atteindre Ithaque. Mais si tu leur fais du mal, je prédis la destruction totale de ton navire et de tes hommes, et lorsque tu arriveras sur un autre navire, tu trouveras ta maison envahie par des hommes qui mangent ta nourriture et courtisent ta femme. Maintenant, le public sait déjà que cela est en train de se produire. Nous avons vu que sa maison est envahie par une bande de prétendants qui mangent toute sa nourriture et qui courtisent sa femme Pénélope. Mais à ce stade, Ulysse ne le sait pas, donc il garde encore un peu d'espoir que tout pourrait bien s'arranger. Je crois que cela s'appelle l'ironie dramatique. Maintenant, Ulysse revoit Circé, la magicienne, et elle aussi le prévient « Tu vas tomber sur des vaches qui appartiennent à Hélios. Ne touche pas à ces vaches, ne le fais pas. » Et donc, peut-être parce qu'elle se sentait mal d'avoir transformé son équipage en cochon, elle leur a même donné plein de nourriture pour qu'ils ne soient pas tentés de manger ces fichues vaches. Malheureusement, ils ont mangé presque toute la nourriture, mais comme Ulysse ne voulait pas qu'ils mangent ces vaches, ils ont été forcés d'errer à la recherche de gibier, de poissons et de volailles, tout ce qui pouvait leur tomber sous la main. Aujourd'hui, on pourrait considérer la pêche et la chasse comme des activités viriles, mais à l'époque d'Homère, c'était moins le cas car c'était les activités du peuple ordinaire. Les riches ou les héros n'avaient pas besoin de chasser ou de pêcher pour se nourrir, car ils avaient des animaux domestiqués qui étaient là pour les nourrir. Seuls les pauvres qui ne pouvaient pas se permettre ces animaux devaient chasser et pêcher, mais encore une fois, ils avaient faim et devaient faire ce qu'ils avaient à faire. Malheureusement, dans chaque groupe, il y a toujours quelqu'un qui gâche tout pour les autres, et dans l'équipage d'Ulysse, cet homme était Euryloque. Pendant qu'Ulysse dormait, Euryloque a convaincu les autres que tant qu'il sacrifiait l'une des vaches aux dieux et promettait ensuite de construire un temple à Hélios à leur retour à Ithaque, ils pouvaient bien en manger une seule. Et même si cela a été une mauvaise chose pour eux et pour Ulysse, c'est une bonne chose pour nous, car cela va nous donner un aperçu assez détaillé des pratiques sacrificielles de l'époque. Essentiellement, ils attrapent la vache, puis ils se tiennent autour d'elle, prident et prennent des feuilles de chêne qu'ils déposent dessus parce qu'ils n'avaient plus d'orge.
À l'origine, il jetait de l'orge dans le cadre du sacrifice. Après la prière, il tuait et découpait des vaches. Il coupait des tranches de cuisse, les enveloppait de 2 couches de graisse et posait de la viande crue dessus. Il n'avait pas de vin pur à verser sur les sacrifices enflammés, alors il versait un peu d'eau de temps en temps et faisait rôtir les entrailles sur le feu. Une fois les cuisses prêtes et les entrailles goûtées, ils découpèrent le reste en morceaux et les mirent sur des broches. Me réveiller avec l'odeur du bacon qui cuit est pour moi l'une des meilleures expériences possibles. Pour Ulysse, se réveiller avec l'odeur du bœuf en train de cuire n'était vraiment pas une bonne chose et il adresse une petite prière au dieu qui allait être en colère. Ensuite, il va réprimander ses hommes et puis il se résigne un peu au fait qu'ils sont fichus. Puis ils continuent en fait à manger les vaches. Ils en tuent encore 6, mais finalement ils quittent l'île et Zeus envoie un éclair qui détruit leur navire et tue tous les hommes. Ulysse est le seul à survivre. Finalement, il arrive seul à Ithaque où Eumée lui prépare un plat que je m'apprête à manger maintenant. Et nous, y voilà, le kikion et le porc rôti à l'orge servi à Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Je vais donc commencer par un morceau de porc ici. Je ne suis pas sûr que l'enrobage va vraiment former une croûte croustillante, mais elle va quand même apporter un peu de texture. Et encore une fois, c'est surtout pour le goût. Ça sent bon, on sent vraiment le cumin, c'est l'odeur dominante. Si tu utilises que du fenouil, ce sera l'odeur dominante, donc tu n'as pas besoin d'en mettre autant que les autres épices. Voilà. En fait, c'est plutôt bon. Simple, mais assez savoureux. Je pense que si c'était cuit sur un feu de bois, ce serait encore meilleur. On obtiendrait beaucoup plus de ces saveurs de feu de bois. Mais le porc est bien préparé. C'est bon, c'est bon. Et maintenant, mes amis, le Cithéon. J'ai des flashbacks de la première fois où j'ai bu ça. C'est beaucoup plus liquide. C'est plus comme un vin épais que comme une bouillie aqueuse. C'est une jolie couleur. Il y a encore quelques morceaux de fromage qui flottent dedans, mais je pense qu'une bonne partie s'est intégrée. Enfin bref, santé. D'accord. En fait, je pense que j'ai sauvé ça. Que j'ai fait une version que quelqu'un aurait envie de consommer. Il y a beaucoup plus de miel dedans. Le vin est dilué, donc il se mélange tout simplement mieux. Il n'y a pas un goût qui domine vraiment. L'épaisseur vient de la farine d'orge, c'est plus épais que le vin ordinaire, mais ce n'est pas grumeleux comme quand on utilise des grains entiers. Le fromage n'est pas nécessaire, non seulement parce qu'il y a une certaine texture dans certains morceaux qui n'ont pas fondu, mais c'est surtout que c'est un fromage assez salé et ils auraient tous été assez salés. Mais en fait, c'est plutôt bon, pas au point que j'ai envie de continuer à en boire, mais je ne déteste pas. J'ai détesté le tout premier, je dois le dire. Donc je vais considérer ça comme une victoire, selon moi. Ouais. Maintenant, le mien n'a aucun poison dedans, pas de poison maléfique, pas de potion néfaste. C'est déjà ça. Mais tu sais, à part ça, je pense que c'est plutôt fidèle. Qui sait, Homère n'écrivait pas un livre de recettes, il notait simplement ce qu'il voyait. Tu sais, on a déjà eu de la chance d'avoir les infos qu'il nous a laissées. De toute façon, je pense que je vais aussi faire une vidéo sur ce que les Troyens auraient pu manger, sur ce que l'on sait de la nourriture troyenne. Gardez un œil dessus, je n'ai pas encore commencé les recherches et je ne sais jamais vraiment, donc peut-être que je ne devrais même pas en parler. Trop tard. J'espère trouver de bonnes informations, je pourrai préparer un repas troyen tiré de l'Iliade.
De toute façon, je vous retrouve la prochaine fois dans Goûter la mythologie sur Goûter l'histoire.